malheureusement trop occupée la semaine dernière pour pouvoir sortir une vidéo sur l'épisode 3. J'avais quand même pris mes notes, rassurez-vous, parce que je suis très sérieuse. Et puis surtout suivre de loin, une tasse de thé à la main, toute tranquille dans mon coin, la tempête dans un verre d'eau autour de l'épisode 3, que d'aucuns ont qualifié, qui me mieux, de fossoyeur de Star Wars et pire épisode jamais fait. Alors apparemment certains ont la mémoire courte, parce que si Star Wars a survécu à ça, Joy we all can share. Leads them to the magical Ewoks. We help you. et même à cette chose, alors je pense qu'on va tous très bien s'en remettre, et Star Wars aussi. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Bon alors d'entrée de jeu, je vais me répéter parce que je crois que certains ont tendance à abuser. Non, ce n'est pas la pire chose qu'on a vue dans Star Wars. Et même, il y a au contraire plein de choses qui ranimeraient presque mon intérêt et qui à mon avis sont enrichissantes pour la franchise. Même si oui, bien sûr, il y a des choses à critiquer dans ces épisodes 3 et 4 dont je vais vous causer aujourd'hui. Pour le côté résumé, donc la série va continuer à tourner autour du genre mystère sans jamais y arriver puisqu'elle résout toujours ses mystères au fur et à mesure. Le seul point d'interrogation où il y aura peut-être le fameux effet Rashomon, quoique j'en doute de plus en plus, étant de savoir ce qui s'est véritablement passé nom de nom sur Brendok, et c'est d'ailleurs jusqu'à ce jour le seul vrai fil rouge de la série, et donc logiquement le seul point sur lequel on devrait nous traîner jusqu'à la conclusion de la série, pour peu qu'on reste sur un cliffhanger de la dernière minute de possible saison 2. L'épisode 3 est en mode flashback sur le moment où les Jedi ont déboulé sur la planète des filles et permet de découvrir un peu plus sur la relation des jumelles ainsi que la communauté où elles ont grandi avant l'incident perturbateur lié à l'apparition des Jedi. Qu'est-ce qu'ils sont chiants quand même. Tandis que l'épisode 4 reprend le jeu de piste alors que Cible 3 Wookiee est dans le viseur et qu'on a d'un côté mais en équipe avec le mec aux cheveux gras aux idées Ezra Miller qu'on découvre à l'épisode 2 en apothicaire, et de l'autre la compagnie des bolosses qui part faire du trek en suivant une loutre. Dire qu'il y a des choses qui méritent de pousser des soupirs, se cogner la tête contre un mur, demander où est le gaz ou se taper de grandes barres de rire, clairement. Si je maintiens que les décors et ambiance restent sympas, avec un coup de cœur perso sur la loutre pisteuse et les insectes, il y a un véritable maillon faible au niveau de la mise en scène et du jeu de certains acteurs. Que dis-je de certains acteurs ? De la majorité des acteurs, où tu pourrais presque soulever des questions de l'ordre de l'amateurisme. Les dialogues aussi, possiblement, ils sont en bois, mais je rappelle aux fans de Star Wars que les dialogues ont potentiellement été souvent relous dans la saga, et que ça n'a jamais posé problème, enfin, quoique. Enfin, pourquoi ? Parce que les acteurs faisaient passer les trucs les plus bancals. Or ici, très peu d'acteurs parviennent à tirer leur épingle du jeu. Je dirais qu'il n'y en a que 2, voire peut-être 2 et demi, le demi étant à vérifier plus tard. En solide, on a donc Sol Carlus, heureusement que Lee Jung-jae est là pour te faire passer n'importe quoi, et Fjord, je vais continuer de l'appeler Fjord, c'est comme ça, il faudra vous y faire, dans l'épisode 4. Le demi sera potentiellement l'apothicaire cheveux gras, mais je me le garde pour plus tard celui-là. En ce qui concerne le double rôle principal, l'épisode 4 montre de réels problèmes de jeu et d'écriture, car la nénette ne tient plus la route et la caractérisation devient carrément à chier, je peux pas dire autre chose. Mais là aussi j'y reviendrai. Autant je ne dirais pas que ça m'a arraché les yeux dans l'épisode 3, autant dans l'épisode 4 c'est insupportable, que ce soit dans le conseil Jedi avec mention plus dans la nullité de Verne Strarouo. Là je crois qu'on peut clairement dire que la nana a eu le job parce qu'elle couche avec la réal, et la bande de Jedi bolos qui fait de la figuration dans le plan trekking où ils savent pas quoi faire dans le fond à part prendre la pause. Et là je vais dire que ça me fait presque regretter les Jedi de la prélo, c'est dire, ils ont pris tous leurs défauts, mais en plus ils te donnent l'impression que c'est simplement du mauvais cosplay et qu'ils sont pas en train d'incarner les personnages. Et vu le temps qu'on passe sur Coruscant, j'en suis venue à me demander à quel moment ils allaient nous sortir Yoda du placard, à moins qu'il soit déjà trop occupé à faire sa sextape avec Yaddle. Le mauvais, je vais le placer au passage, c'est le fourrage, parfois pas très subtil, mais à quoi s'attendre, d'éléments, woke, il va falloir le dire. Alors non, encore une fois, c'est pas la diversité ou la présence des femmes qui pose problème, mais davantage la question de tout voir en rapport de pouvoir, comme énoncé à l'épisode 3. Non, tout n'est pas qu'une question de pouvoir. Voilà. Est-ce que les relations possiblement lesbiennes dans l'épisode 3 me gênent ? Pas du tout. Mais par contre, si on me prépare une relation entre Osha et Jeki, comme je le soupçonne vaguement, ça pue, parce que c'est clairement pas bien amené, ou alors en gros forcing, tellement l'alchimie est à 0 degré. Et puis, au vu de la fin du 4, vous pensez bien que je vais voter pour autre chose. On se refait pas non plus, Si je dois m'atteler au gros morceau qui est écrit au ripolin avec des persos pas plus transcendants que ça, parce que mal servis par les acteurs, je plébiscite par contre
raconte largement l'utilisation du symbolisme, qui loin de trahir Star Wars, est bien un retour aux sources en ce qui me concerne. Pourquoi ? Parce que la série exploite largement le yin-yang et la binarité-complémentarité, que ce soit dans les thèmes et les visuels. Et ben ça, tu vois, Leslie Headland, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, contrairement à Terrio et J.J. Abrams, elle l'a compris si tu veux. Même s'il y a d'autres trucs qu'elle fait pas bien. Entre les jumelles qui se ressemblent mais sont différentes dans leur caractère et tempérament, les symboles yin-yang sur la grotte du Wookiee de l'épisode 4, les utilisations de lumière et d'ombre, et le fait que, alors que tu pourrais t'attendre à un joyeux wokisme non binaire, qui trouve quand même le moyen de pointer son nez par rapport à la loutre, mais tu passes facilement à côté, tout est en mode dual. Et Star Wars, eh ben, c'est manichéisme et binarité à la base. Le bien et le mal, l'ombre et la lumière, nature-culture, etc., etc. Alors, le gros morceau du groupe de sorcières sur Brendok a-t-il retconné Star Wars et la Force comme l'affirment, plutôt comme l'ont beuglé certains ? Eh ben non en fait. D'abord parce que des groupes avec juste des femmes, normalement même dans Star Wars on connaît, puisqu'on a déjà vu passer les sorcières de la nuit. Ce groupe-là, c'est une autre variation, une variation de femmes de différentes espèces par contre, utilisatrices de Force ou en tout cas croyantes en une autre utilisation de la Force, considérées comme hérétiques dans leur croyance par les Jedi, ce sera pas la première fois, et donc déterminées à s'installer au vert, tranquillou bilou pour pratiquer leurs croyances, qui passent par des rituels de magie rappelant ceux qu'on associait avec Hécate, du genre lune, déesse vierge, communauté de femmes, rituel de nuit, blablabli, blablabla. Les analyses qui en ont été faites vont dépasser complètement mon entendement. Est-il dit qu'elles sont toutes lesbiennes, comme on a pu l'entendre ? Non. Mais même si elle l'était, après tout, pourquoi pas ? Mais je pense qu'il faut davantage l'interpréter comme une communauté de femmes qui, pour X raisons, a choisi de vivre loin des hommes. Qu'elles soient là pour des raisons religieuses, parce que victimes de violences, veuves, qui sait, mais de telles communautés ont toujours existé et n'ont rien d'exotique, que ce soit les mythiques Amazones, les couvents, ou je pense même à des communautés de veuves que j'ai pu voir passer dans certains sagas coréens. Alors vous me direz, oui, mais les sorcières de la nuit ne se reproduisent pas ex nihilo et utilisent des abraques pour avoir des rejetons, Car, aux surprises et aux scandales, les deux gamines n'ont pas de papa. Elles ont été engendrées du fait d'une manipulation de la Force. Oh là 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 là, comme c'est nouveau et surprenant. Mais j'ai envie de dire que puisque la boîte de Pandore avait déjà été ouverte avec la prélo, et au passage un phénomène qu'on a pu voir sur certains persos mythologiques ou religieux, je ne citerai pas de nom mais on en connaît quelques-uns, pourquoi la Force ne permettrait-elle pas de créer ces deux gamines, puisqu'elle sera capable de le faire pour Anakin ? Tout ce qu'il faut, finalement, c'est une mère porteuse. Et nos soucis, on en avait à foison sous la main dans notre communauté de nanas, et je ne vois pas ce qui dérange dans cette circonstance. Est-ce que c'est juste parce que ça rendrait Anakin moins exceptionnel ? Oh là là, faudrait pas faire ça. Pas vraiment en fait, et j'ai presque envie de dire que les puristes ou les fidèles de la sainte maison d'Anakin devraient être rassurés, car dans l'équation, un homme égale 2 filles, et qu'il a fallu une tierce personne pour assurer la naissance magique, soit la chef sorcière, là où dans le cas d'Anakin, la Force elle se démerde toute seule sans rien demander à personne, et en tout cas pas l'aide d'une bonne femme. En tout cas pour peu qu'on ne prête aucun crédit à des théories qui font de Palpatine le grand Manitou qui aurait permis l'immaculée conception de Shmi qui n'avait rien demandé. Au moins, j'ai envie de dire, dans le cas de nos sorcières, la mère porteuse était consentante, elle, et dans une relation avec la manipulatrice de Force. C'est beaucoup plus que notre pauvre mère martyre de Tatooine aurait pu espérer. Elle doit élever toute seule un bébé qu'elle n'a pas choisi, alors que là on a une communauté aimante autour de 2 gamines voulues et désirées. Je remarque aussi qu'on a une binarité yin-yang intéressante dans notre couple de maman des gamines, car c'est la mère porteuse au design épineux qui joue le rôle de disciplinaire et père fouettard, alors que c'est celle qui a provoqué l'insémination qui représente la déesse mère et nourricière dans son attitude et son concept. Au passage, sur la reine sorcière, Mère Anisea, interprétée par une actrice qui a joué Anne Boleyn dans une très contestée et fort contestable mini-série, elle m'a beaucoup fait penser dans sa mise en scène à la performance d'Alia dans La Reine des Damnés, mais du coup en version douce et gentille, puisqu'elle incarne paix et communication, tandis que sa partenaire Coril est plus agressive et portée vers le combat et l'attaque. Pour en revenir à cette naissance magique de jumelles au sein de la communauté de femmes, est-ce à ce point révolutionnaire par rapport à ce qu'on sait de la Force? Non. Et puis surtout, j'ai envie de dire par rapport à d'éventuelles affirmations activistes, non plus. L'histoire ne prétend pas, ce qu'elle pourrait d'ailleurs faire, parce qu'on a vu des trucs plus chelous dans la nature, que toutes ces femmes sont capables d'engendrer toutes seules, sans la présence de mâles. Les gamines sont clairement présentées comme un miracle. Elles sont l'exception qui confirme la règle. Personne ne dit que toutes ces bonnes femmes peuvent avoir des mômes quand elles le veulent. Dans le cas d'Osha, elles souffrent très clairement d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'autres enfants dans cette communauté. Elles sont une espèce d'anomalie, un trésor
trésor que les femmes gardent jalousement car vu comme un cadeau fait par la force qui va valider le bien fondé de leur communauté. Et donc assurer l'avenir de la communauté qui est amenée à mourir parce qu'elles peuvent pas se reproduire. D'ailleurs, justement, je voudrais m'arrêter sur la définition de la force qui a fait beugler certains en mode hérésie. Non, parce que mes amis, la force telle que nous la comprenons dans Star Wars ne nous a en fin de compte jamais été expliquée que par le truchement des Jedi. Or, on ne peut pas imaginer que dans une galaxie, voire a fortiori dans tout l'univers, tout le monde aura la même définition ou interprétation de la force en utilisant les mêmes termes ou les mêmes notions de symbolisme ou la même utilisation. Que les Jedi en aient une compréhension particulière, très bien, mais ça peut pas être la seule. Et ça n'est pas la seule acceptable. Il suffit de voir à l'échelle de notre petite planète combien de croyances diverses et variées se sont succédées ou ont coexisté pour trouver une explication à notre univers ou au sens de la vie. Par ailleurs, quand Yoda dit que la force est une énergie qui nous lie les uns aux autres et à l'univers, en quoi est-ce antithétique d'une interprétation des sorcières qui voit la force comme un fil? D'abord, un fil, ça relie, ça sert à ça, j'ai envie de dire, c'est ce qui attache les uns aux autres et au reste du monde. Donc c'est une autre façon de le dire par rapport à Yoda. La chef explique qu'on peut tirer sur le fil. Oui, c'est même ça que font les Jedi en manipulant la force ou en utilisant des pouvoirs spéciaux qui leur sont donnés par la force / le fil. Et puis pour le coup, l'image d'un fil dans une communauté de femmes s'impose forcément. D'abord sur le plan mythologique, parce qu'on pense au moire ou au parc, le fil du destin, et l'épisode s'appelait Destin. Alors difficile de faire plus lourdingue, forcément tu vas parler d'un fil. En rappelant que dans Ahsoka, les 3 sorcières cheloues avaient hérité elles aussi du nom des parcs. Ensuite, les femmes et le fil, c'est toute une histoire, et pas juste à cause de la ficelle de leur tampon hygiénique. La femme filant la laine, cousant les vêtements, racontant les histoires à la veillée, gardienne des contes et des légendes et des mythes familiaux. D'où l'expression le fil de l'histoire, puisqu'on associe conte et tissage comme 2 activités finalement assez symbiotiques. Et puis l'image du fil, ça peut aussi être le cordon qui rattache l'enfant à la mère. Voire même on pourrait parler de l'araignée tissant sa toile, et le visuel de l'araignée est souvent intervenu dans Star Wars, que ce soit par exemple dans la salle du trône de l'empereur ou dans le combat entre Ahsoka et Darth Maul. Ici, dans l'explication de la force, les sorcières expliquent que la force n'est pas un pouvoir qu'on brandit, classique représentation d'un pouvoir on va dire typiquement masculin, mais un fil que l'on tire et qui peut tout changer. Représentation ici d'un pouvoir féminin qui viendrait détricoter le récit classique pour en proposer un autre. En soi c'est normal, on détricote l'explication des Jedi pour proposer une autre explication à la force. Mais pour autant, la conclusion elle est la même, ça reste le lien à l'autre. Et en fait, là aussi, contrairement à ce que nos sorcières affirment, elles ne sont pas radicalement révolutionnaires par rapport à la vision du monde des Jedi, ne serait-ce que dans leur mantra. Le pouvoir d'un, le pouvoir de 2, le pouvoir du nombre. Traduction, la communauté rend plus fort. Il n'y a que les Sith qui s'arrête à 2. Les Jedi, ils aiment bien la communauté, tout comme les sorcières. En fait, les parallèles entre Jedi et sorcières se multiplient dans l'épisode à plusieurs niveaux. D'abord, au premier degré, dans l'habituelle critique des Jedi kidnappeurs qui viennent chercher des mômes aux 4 coins de la galaxie pour les enrôler dans leur rang, en les arrachant donc à leur famille et leur propre communauté ou culture, même quand ça nous est présenté, histoire de dire, avec l'approbation des dites familles, certaines pensant sincèrement offrir là un meilleur avenir à leurs mômes. Il est bizarre que nos scouts Jedi veuillent embarquer les gamines qui sont, comme Anakin, déjà bien trop vieilles, on rappelle que ce sera le commentaire de Yoda, alors qu'ils jettent normalement leur dévolu sur des bébés encore au sein, histoire de mieux les endoctriner. D'où le problème ici, elles sont forcément assez grandes pour avoir une opinion à ce sujet. Mais veut pas parce qu'elle est déjà bien embrigadée dans la secte de maman au pluriel, et Osha veut bien parce qu'elle a des doutes. Mais notez que pour elle, c'est un choix entre la peste et le choléra, fuir une secte pour entrer dans une autre, c'est pas terrible. Et l'occasion de constater l'ironie sans nom des Jedi qui viennent reprocher à la secte des sorcières d'embrigader des mômes, alors que c'est justement leur pain quotidien. Hormis que eux, n'ont pas les couilles de les fabriquer eux-mêmes, contrairement aux sorcières qui du coup en ont davantage qu'eux. Au moins, elles les ont laissés être des enfants, là où pour les Jedi, c'est boulot dès le berceau. Néanmoins, je vais dire que je la sentais pas, moi, cette communauté de sorcières. Pour une raison très précise, c'est que leur obsession, c'est d'organiser l'ascension, je cite des gamines, et comme ça a réveillé mon PTSD d'entrée de jeu, dès que j'ai entendu l'expression, j'étais à fond du côté d'Osha qui disait « Ah non, moi pas emballé à l'idée de faire mon ascension. Penses-tu? On a vu ce que ça donnait une ascension dans Star Wars. Ascension pour la mort et la désolation, oui. Et puis je vais faire une autre critique, pourquoi se revendiquer explicitement comme sorcière?
Prêtresse, c'était pas possible. Bon alors c'est vrai que le terme n'est pas employé par les Sœurs de la Nuit pour se définir et qu'on a toujours la sorcière d'Andorre des Ewoks sous la main qui traîne quand même quelque part dans notre univers Star Wars, donc bon. Mais voilà, je trouve pas très original et franchement éculé d'avoir utilisé en triple couche tous les clichés de la sorcière, même si évidemment en mode féministe revanchard, donc magie noire au clair de lune, incantation chantée, hérétique pourchassée par l'inquisition Jedi, alors tellement bien cachées qu'elles se sont planquées dans un château médiéval croisé avec une centrale nucléaire, donc discret hein. Discret les filles. En fait, il y a quelque chose de frustrant dans cet épisode et par extension dans la série, dans cette combinaison entre bons symboles et moments débiles et bourrins. Exemple de bons symboles pour moi, le fil, le pont coupé entre les deux sœurs, parce que qui me connaît c'est que j'adore le symbolisme du pont et que mon article sur les ponts de Star Wars est un petit peu mon article porte-bonheur. Et le cas échéant, si la série le concrétise, et on a aussi le symbolisme de l'arbre de l'épisode 3 qui était déjà mentionné à l'épisode 2 et qui s'appelle le Bunta, à savoir s'il va être utilisé à un moment ou à un autre. S'ils sont pas cons, oui. Exemple de moment bourrin à se pisser dessus de rire, les Jedi partant en mode Ghostbusters pour tester les gosses, il manque que les décharges électriques, le chant des sorcières tellement cliché que c'est juste pas possible, et le fait que les gamines aient la même coiffure dans leur enfance et à l'âge adulte, une tradition qui s'impose depuis Rey et qui est d'une débilité sans nom, et qui m'avait déjà bien fait râler dans Obi-Wan, mais alors d'une force. Mais c'est pas la seule chose qui fonctionne pas, Bonjour le ratage sur la caractérisation des filles, qui devient ultra problématique à l'épisode 4, parce qu'on les voit davantage et qu'elles ont davantage de texte. Elles sont jouées dans l'enfance par deux gamines différentes et on peut noter une vraie différence entre leurs personnalités. À l'âge adulte, et ce alors qu'elles ne se sont pas vues depuis plus de 10 ans et ont grandi chacune dans des conditions différentes avec un autre entourage, il n'y a aucune différence de maniérisme tant dans leurs gestes que dans leur vocabulaire, leur façon de parler. Il n'y a que la longueur des cheveux et le costume qui permet de les distinguer. L'actrice n'a pas l'air de les jouer différemment le moins du monde, à croire que personne ne s'est posé la question. Et puis l'écriture des persos n'a pas de sens. Pourquoi dans l'épisode 3 Mai fout-elle le feu à la cellule de sa sœur? Alors ok, elle est vénère, mais de là à vouloir la buter, surtout qu'elle est plus en mode psychopathe lorsqu'elle se revoit quelques instants plus tard. Et dans l'épisode 4, alors qu'elle a passé la moitié de sa vie à se préparer à sa vengeance et suivre les demandes de son mystérieux maître, en 2 secondes et demie, Babalek, elle repart en sifflotant pour se livrer à ses ennemis de toujours et retrouver sa sœur chérie. Ça paraît mais complètement crétin. T'aurais pu t'attendre à ce que cet arc soit celui qui guide toute la série. Non, fidèle à elle-même, cette série va brûler toutes ses cartouches en cours de route. Ça se plie en même pas un épisode. Allez, direct rédemption, c'est pas une méchante fifi en fin de compte, l'assassin badass des 2 premiers épisodes. Bien que comme tout le monde va croire que c'est elle qui a tué le Wookiee, il va encore y avoir du malentendu. Mais on constate que la rédemption elle est quasiment pliée finalement dans l'épisode 4 et que ça se passe sans l'ombre d'un remords ou d'un regret. Pas de soucis, ça passe à l'aise blaise, le temps de faire un plan maman j'ai raté l'avion et zou direction ma petite sœur chérie d'amour qui va m'accueillir les bras ouverts. Tout comme on passe d'Osha en mode mécano dur au mal à une espèce de gamine capricieuse qui veut juste une nouvelle tenue pour faire le voyage avec les Jedi. En soi c'est déjà naze tout ça, mais alors quand tu ajoutes ça à la communauté du sable dans le cul qui sait pas ce qu'elle doit faire ou te sort des phrases à 2 balles comme Jackie qui constate que c'est trop un honneur d'assister au retour dans la force d'une créature alors que l'autre se sent coupable d'avoir causé la mort d'un cancrelat. Tu me diras c'est comme ça qu'on sait que c'est la gentille, Elle a des remords, L'autre, elle bute 2 Jedi, elle est pas traumatisée pour un sou. Mais en tout cas, alors, les Jedi, toujours le mot pour rire, toujours la bonne parole. Déconnecté cérébral est le mot quand même. D'ailleurs, puisque j'en suis au Jedi, pour autant qu'heureusement il y a Sol, comment se fait-il qu'il ait pu rester aussi longtemps chez les Jedi avec sa manière d'envisager la vie? Épisode 3, où il offre direct un sabre laser à une môme, au risque qu'elle se blesse ou qu'elle le blesse. On aura vu mieux, comme sens de la pédagogie. Et une preuve encore une fois que l'éducation des Jedi est chelou comme c'est pas permis. Le fait qu'il crache pas sa Valda sur ce qui s'est passé dans la centrale des sorcières, vu qu'on n'a rien vu et que lui a l'air d'être au courant d'un truc pas net, qui apparemment avait suffi à traumatiser tellement le padawan d'Indira qu'il en a perdu un œil et des cheveux. Ça nous simplifierait la vie s'il expliquait plus rapidement, parce que c'est pas comme s'il avait pas eu plus d'une fois l'occasion. Sol accouche, fait comme les sorcières. On est également étonné par l'importance qu'il accorde aux notions d'amour et d'attachement pour amener Mai sur le chemin de la rédemption, parce que c'est pas le discours habituel des Jedi, note bien, alors que la jumelle, elle n'y croit pas beaucoup. C'est le monde à l'envers. Comment ce type parvient-il à se maintenir dans la secte tellement il tranche avec les autres bolosses du fond? C'est un mystère. Finalement, s'il y a un mystère dans toute l'histoire, ça va être ça. Que fait Saul chez les Jedi? Bon, je dis ça, mais en fait, on s'en fout, parce que ce qui compte, c'est la fin de l'épisode 4 qui a relancé mon intérêt en mode chien d'arrêt, puisqu'on nous sort des bois
littéralement, un loulou au casque croisement entre Venom, Alien et Kylo, épisode 9, tout fracassé. Alors déjà il sort des bois, déjà il se déforme la voix, déjà il tue pas la fille, déjà il a le sabre rouge, et déjà c'est pas peu dire que je soupçonne fortement que c'est le mec aux cheveux gras, vu que c'est le seul à être dans le coin. Donc je vais l'appeler Studio Ren, je vois venir le mec à la mèche rebelle qui a besoin d'un masque pour camoufler sa voix et son identité. Bon, cela étant dit, l'Ezra Miller du pauvre est encore plus loin d'un Adam Driver du pauvre, et je n'ai aucune attente sur l'exploration d'une relation particulière. Mais bon, la dernière scène m'a vaguement titillé ma réloïte aiguë en me rappelant les bons moments des fonds des bois de Takodana. Ah, c'était le bon temps. Bon, je dis ça, mais on en revient quand même toujours au même constat, hein. Pour aussi spécial soient les jumelles et pour aussi spécial soit possiblement Studio Ren aux cheveux gras qui a pris cher ou pas dans son enfance, sûrement encore un coup de ses foutus Jedi, tout ça a touché une boule de Star Wars sans en bouger l'autre, puisque tout ce bazar n'a pas bouleversé le monde avant l'épisode de la menace fantôme. Ou alors ça se saurait. Comme on reste sur un cliffhanger dans les bois, aura-t-on au prochain épisode de l'enlèvement de Donzel, ou est-ce que les Jedi et Studio Ren vont-ils se contenter d'utiliser leur sabre pour jouer à bégon vert, bleu et rouge dans l'éradication des vilains insectes de la planète du Wookiee? Et surtout, on espère que la loutre va pas y laisser de poils. Et vous, avez-vous été perturbé par les petites et les grosses ficelles de ces derniers épisodes? J'en profite pour remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui m'ont laissé des commentaires. J'ai presque envie de dire que la communauté Star Wars m'avait manqué dans ce qu'elle fait de meilleur et de pire. Et en tout cas, je suis ravie que la vidéo ait pu permettre à certaines et certains de me découvrir, alors qu'ils étaient apparemment passés au travers des filets des Lucasfilm. Et on se retrouve pour un mix 5-6 ou peut-être pour un épisode 5 la semaine prochaine, si mon emploi du temps me le permet. Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt.